Bonjour à tous et bienvenue dans The Joel Show. Aujourd'hui, un invité exceptionnel. Vous le connaissez à travers ses programmes Trader Elite, Investisseur Elite et Cambist Elite, des formations qui, au-delà de la technique, proposent une méthodologie structurée capable de donner à n'importe quel non initié les réflexes, l'analyse et la discipline d'un professionnel. Oui, vous avez bien entendu, sa méthode a déjà permis à des personnes ordinaires de bâtir des résultats extraordinaires, à condition d'appliquer sérieusement ce qu'il enseigne. Dans ce contexte où les marchés sont secoués par les décisions économiques de Donald Trump, les tensions internationales, les fluctuations du dollar et les réformes à Washington, et nous allons voir comment un investisseur moderne peut tirer son épingle du jeu et surtout comment la méthode de Guillaume peut transformer des novices en acteurs capables de comprendre, anticiper et profiter des grands mouvements du marché. Donc ce soir, nous allons parler de trading, d'investissement, de psychologie financière, de géopolitique, de Donald Trump et ses politiques économiques, et de 2026, une année qui pourrait redistribuer toutes les cartes. Donc préparez-vous, vous n'allez pas écouter une simple interview, vous allez découvrir une vision, une méthode et peut-être une voie d'enrichissement accessible à tous ceux prêts à apprendre sérieusement. Guillaume Lidier est avec nous ce soir dans The Joel Show. Bonjour Guillaume, bienvenue, bienvenue, merci d'être ici. Bonjour Joël, alors merci pour cette invitation. C'est moi qui te C'est vraiment un remercie. plaisir d'être là ce soir et qu'on puisse justement échanger, comme tu l'as très justement dit, sur de nombreux sujets, des sujets qui, je pense, intéressent beaucoup de monde. Alors, merci d'être, venu, Guillaume. Donc, pour les gens qui ne te connaissent pas, tu es un trader, professionnel. Évidemment, tu as une, légitimité. Tu es trader professionnel, il me semble, depuis, 12 ans. Tu t'es, spécialisé dans l'utilisation, du footprint et du carnet d'ordre pour, gérer des comptes personnels, mais également, des comptes financés. Tu es titulaire, du livret CIF, donc et conseiller en investissement financier, anciennement trader, live pour, le broker, luxembourgeois WH, trader consultant pour, différentes, sociétés et tu gères un portefeuille de 2,5 millions de dollars de comptes, c'est exact? Alors effectivement, 2,5 M sur des comptes financiers. Alors bien sûr, je ne traite pas forcément avec les 2,5 M en même temps. Il y a des comptes qui sont validés, qui sont de côté, prêts à être utilisés et ça me permet, voilà, d'avoir toujours un roulement de prêt pour pouvoir, gérer mon trading quotidien. Excellent et puis, tu proposes, des formations, donc des formations professionnelles accompagnées à tes étudiants, dont d'ailleurs je connais, certains de tes étudiants et c'est eux, d'ailleurs qui m'ont, proposé de te rencontrer. Quels sont ces, 3 programmes, en particulier que tu proposes, Guillaume et quelle est la différence entre ces 3 programmes? Alors il y a tout déjà Trader Elite qui est devenu le programme, phare. C'est un programme où on enseigne l'utilisation de l'order flow. Donc l'order flow, c'est le fait de pouvoir lire entre les lignes et d'avoir une réelle visibilité sur les marchés. C'est un peu comme lorsque tu vas faire une radio à la suite d'une chute, eh bien, ça te permet de voir à l'intérieur qu'est-ce qui se passe et donc d'être beaucoup plus, précis et surtout de voir la vérité sur les marchés. Donc ça, c'est pour Trader Elite. Ensuite, il y a également Cambist Elite C'est un pour, programme alors et juste excuse-moi de te couper. Le programme ouais. Élite, c'est un programme complet, qui est d'abord un programme, débutant avec une remise à niveau. C'est Ouais. plutôt pour les débutants, c'est ça? Non, alors en fait, effectivement, un débutant peut venir puisqu'il y a plusieurs modules de remise à niveau, de trading débutant, et cetera et on accompagne, les personnes jusqu'à avoir un niveau, professionnel, à en faire, pour certains leur métier. Donc c'est vraiment tout un cursus, c'est tout un programme complet qui va se dérouler entre vidéos de stratégie à copier-coller, sessions live plusieurs fois par semaine où je trade avec mes étudiants et ça c'est vraiment important. Pour moi, un trader qui veut faire de la formation a cette obligation d'être transparent et de savoir montrer ce qu'il explique et également, bien sûr, un Discord où les étudiants peuvent échanger entre eux, peuvent trader entre eux et tout simplement s'entraider.
Et ta deuxième formation? Alors Cambist Elite, c'est pour pouvoir, intervenir sur le forex, puisque le forex, tout le monde en parle, tout le monde fantasme un peu sur le forex. J'ai envie de dire merci à certains influenceurs, mais je ne le dirai pas et au-delà de ça, le forex, c'est un marché très spécifique ayant des spécificités et des tenants et aboutissants assez précis à comprendre et à maîtriser et donc dans la formation Cambist Elite, j'explique comment un cambiste professionnel, voire institutionnel, va trader sur le forex. OK et donc tu as un troisième programme, aussi, c'est ça? Investisseur élite, oui effectivement. Alors pourquoi investisseur élite? Eh bien puisque quand on fait du cash, on génère du cash ou qu'on a tout simplement, du cash, eh bien il faut l'investir, il faut le placer, pour préparer son avenir, sécuriser son présent et son avenir à la fois et tout simplement, voilà, j'explique, alors déjà mon propre portefeuille. Ceux qui sont dans investisseur élite peuvent copier-coller mon portefeuille, même si bien sûr, je le précise, ce n'est pas du conseil en investissement et ça leur permet aussi d'apprendre mes méthodologies pour pouvoir, eh bien, se constituer un patrimoine financier qui soit solide, anti-crise et surtout durable. Super. J'avais une autre question à te poser par rapport à ta carrière. Est-ce qu'il y a une erreur, un échec qui a façonné ta façon d'investir aujourd'hui? Il y a quelque chose qui t'a marqué et qui, à partir de ce moment-là, tu as décidé, que, tu feras les choses, différemment? Oui, alors des erreurs, il y en a eu, des échecs aussi forcément, puisque le trading n'est pas forcément un long fleuve tranquille, tout comme l'investissement, même si, voilà, le résultat au bout en est très, très intéressant. Mais c'est vrai que je pense que l'erreur numéro 1 qu'un trader peut faire, c'est de vouloir, aller plus vite que la musique, comme on dit, de mettre, la charrue avant les bœufs, si l'expression, est bonne. Et c'est vrai que le trading passe avant tout par, de l'entraînement, par de l'exercice, par de la formation. Et c'est vrai que quand on débute, on voit les graphiques, tiens, ça bouge, c'est bleu, c'est vert, c'est rouge. Chouette, je vais faire quelque chose, je vais cliquer, ce qu'on appelle souvent la clique aiguë, quand tu commences à cliquer plus vite que le marché bouge. Et bah, c'est pas forcément bénéfique pour le PNL, pour le compte du trader, puisque la réalité du terrain, c'est que les marchés font toujours ce qu'ils veulent. Et ce n'est pas parce que tu veux gagner beaucoup, que tu vas gagner beaucoup. Donc, la plus grosse erreur, pour en revenir vraiment à la question principale, c'est de ne pas essayer enfin, c'est d'essayer d'être plus malin que le marché, d'essayer de trader quand il n'y a pas d'opportunité et tout simplement, vouloir au final se dire: «Tiens, je commence aujourd'hui avec, 500 €, demain je serai millionnaire et je roulerai en Ferrari». Ça, c'est je pense la plus grosse erreur d'un trader débutant. Donc c'est de mettre, entre guillemets, «la charrue avant les bœufs» et de se voir plus grand, que ce qu'on est vraiment, en fait, hein? Et prendre la grosse tête un peu C'est quelque ça, part. ouais. Ouais, c'est exactement ça et d'ailleurs, je le dis des fois à mes étudiants, si tu te lèves un matin en te disant: «Aujourd'hui, ça y est, je vais tout casser sur les marchés», le mieux que tu as à faire, c'est de te recoucher et de rééteindre l'ordi. Puisque quand tu commences la journée avec cette mentalité, tu auras tendance à vouloir prendre trop de trades, à vouloir chercher trop gros et cetera. Et moi, pour ma part, ce que je fais et ce que je recommande, c'est toujours d'appréhender les marchés de façon un peu, négative, tu vois? De se dire: «Attention, aujourd'hui, le soleil, il est pas aligné, déjà, c'est pas bon, je le sens pas», tu vois? Alors bien sûr, je caricature un peu en le disant, mais c'est d'être vraiment pessimiste pour s'obliger à être plus concentré, plus précis dans les prises de décision. Ouais, tu marches un peu à l'instinct aussi. Ça fait partie de tes décisions. Quand tu le sens pas, tu y vas pas, même si, En fait, l'instinct, j'essaye de l'avoir le moins possible. OK. Puisque l'instinct peut générer des coups de génie, tout comme des coups, vraiment, très mauvais, tu vois? Donc ça, on en parlera plus tard. C'est vrai que j'ai essayé d'utiliser des outils plutôt quantitatifs, comme l'order flow, ce qui m'a plutôt bien réussi et réussit également bien aux membres Trader Elite. C'est de se dire: «OK, on n'est pas plus fort que les marchés, on n'a pas de boule de cristal, on n'a pas de baguette magique. Par contre, avec les bons outils, c'est-à-dire des outils qui donnent la réelle information, pas juste du bleu, du rouge, du vert, mais vraiment des chiffres concrets, on peut se rapprocher de quelque chose de parfait. Donc l'instinct, forcément, en tant que trader, on a toujours un instinct. Avec l'expérience, ça se construit, mais j'essaye de le laisser le plus possible de côté.
Donc, ça va, justement enchaîner pour ma prochaine question. C'est quoi la différence, fondamentale entre le trader Guillaume et l'enseignant Guillaume? Ou alors est-ce que tu es la même personne? Mmh. C'est une bonne question ça, Joël. Très bonne question. Là, je sens que la réponse va être compliquée. Hem, Bah, je dirais que quelque part, c'est un peu la responsabilité. Alors bien sûr, il n'y a pas de responsabilité, réelle et juridique puisque chaque étudiant est majeur, et est responsable de ses choix et de ses actes. Mais c'est plutôt une responsabilité morale. C'est-à-dire que quand moi je traite de mon côté, j'ai des fois des stratégies plus risquées que d'autres, des fois des grosses spéculations qui sont mises sur le marché avec pas mal de lots, pas mal de lignes en portefeuille. Mais quand je trade avec mes clients, bah, c'est aussi d'essayer de les guider dans être le trader le plus sage possible, le plus constant possible, de leur expliquer que des fois faire, des gros coups, c'est pas la bonne idée, même si moi-même des fois j'en fais forcément et je pense que c'est un peu ça la différence. C'est d'expliquer ce que l'on fait sans forcément, bah, les entraîner dans nos pratiques en tant que trader les plus agressives. Puisqu'un trader, ce n'est pas seulement quelqu'un qui va prendre des fois des petits trades par-ci par-là. Un trader peut voilà, faire de grosses spéculations avec, des milliers, des dizaines, de milliers, voire des millions d'euros en jeu. Donc je pense que la différence est là, c'est quand on trade seul devant son écran et c'est mon cas, je vais prendre des fois plus de risques. J'ai également plusieurs comptes, donc certains comptes où vraiment je vais mettre du risque, d'autres comptes où au contraire, je mets le moins de risques possible. Alors que quand je trade avec mes étudiants, c'est un peu, voilà, c'est j'essaye de les orienter, on va dire, le plus possible vers un trading soft et sans risque, même si bien sûr le risque est omniprésent dans notre métier. Ouais, et ça, c'est important de le dire, hein, je pense, Guillaume, à tous les gens qui nous écoutent, que les conseils, en investissement, ça reste des conseils et pas, voilà, il faut juste le préciser, on le précise encore que, ça reste un investissement, donc forcément, tu peux gagner comme tu peux perdre, hein. Bien sûr et ça c'est toujours bien de le garder à l'esprit, puisque beaucoup de débutants commencent le trading en voyant que le gain. Ce qu'on appelle aussi des fois la chance du débutant, mais la perte est bien présente, elle peut être présente au quotidien. Voilà, c'est un risque qui nous colle à la peau lorsque l'on est trader ou investisseur donc oui, il y a des fois des pertes. Heureusement, les gains sont plus importants que les pertes et c'est le but d'ailleurs du trader, c'est de faire un peu cette différence entre la perte et le profit. Combien ça fait? Bah, tiens, c'est positif et c'est dans ma poche, c'est parfait. Mais oui, le risque est omniprésent, bien sûr. Très bien, bah, merci pour ces précisions. Une autre question, hein, concernant, ton parcours. En 2026, Guillaume, qu'est-ce qui motive encore un homme qui a déjà construit une méthode et un patrimoine? Qu'est-ce qui te, fait lever le matin? Qu'est-ce qui te fait te réveiller le matin et te donne encore envie de continuer à Ouais. faire ce métier alors que, entre guillemets, «tu as plus rien à prouver» aujourd'hui? Est-ce que ça serait politiquement correct de dire que c'est l'oseille? Ah, tu peux dire ce que tu veux. Il y a ouais. C'est une question qui se pose. Non, mais c'est une très bonne question. Alors je dis ça en rigolant, bien sûr, Non, mais non, mais ça peut déjà être une la motivation comme une autre, hein, je veux dire, il y a pas de cette motivation-là, mais déjà et ça je le précise souvent, c'est que quand on trade, c'est aussi avant tout pour, ben, voilà, bien vivre et quelque part gagner le plus possible. Et c'est une réalité, on entend des fois des schémas qui sont: «Je trade pour m'occuper, je trade pour, stimuler mon intellectuel» et cetera. La réponse première, c'est, bah, de trader pour, s'en mettre plein les poches. C'est la réalité. Donc moi, je trade clairement, c'est pas que du plaisir. Bien sûr, il y a du plaisir dans mon métier, mais c'est avant tout pour gagner le plus possible. Et je pense qu'il ne faut pas avoir peur de le dire. Et à côté de ça, ben tout ce qui va être coaching, accompagnement, trading live avec mes clients, eh bien là, il y a plusieurs raisons à ça. Il y a toujours aussi une raison économique, bien sûr, mais également si on peut transmettre quelque chose qui soit utile à quelqu'un, qu'on touche quelque chose dessus et que lui il se mette à gagner de l'argent, c'est ce qu'on appelle un peu un deal gagnant-gagnant. Et je pense que de nos jours, et surtout en 2026, la réciprocité, c'est important, c'est que tout le monde puisse y trouver son compte, tout le monde reparte avec quelque chose. Et au-delà de ça également, encore une fois, comme je le disais un peu plus tôt, il me semble, le fait de trader devant mes clients, c'est aussi un challenge pour moi. Ce que beaucoup n'osent pas faire ou ne font pas pour diverses raisons qui leur en sont propres. Mais
Voilà, pour moi, un trader, doit trader devant ses clients, doit, montrer en fait, doit faire ce qu'il explique et au-delà de ça, c'est aussi, je me dois d'être tous les jours à mon maximum pour justement, transmettre du positif. Si demain je viens, et que je suis pas en forme, que je suis fatigué et cetera, je peux, donner des trades qui ne seront pas bons et ça aura un impact négatif sur mes clients. Donc c'est aussi voilà, je pense que c'est un tout, c'est le fait de s'auto-élever, que ce soit pour mes clients, pour moi-même. C'est le fait de pouvoir trader en communauté et de se dire: «OK, l'oseille est, important lorsqu'on est trader, mais ensemble, on peut encore en faire plus». Et je pense notamment aux live YouTube que je donne tous les matins. Tous les matins, c'est des zones gratuites, voilà, que je donne avec des niveaux d'intervention, des plans du jour et cetera. Certains, ça leur permet, de pouvoir suivre ça directement, de pouvoir en tirer profit et je pense que voilà, le partage de bénéfices d'un point de vue intellectuel, d'un point de vue stratégique est toujours intéressant. Voilà, très intéressant. Et comme tu disais, il faut que tu montres l'exemple. Et c'est quand même intéressant pour les gens qui nous écoutent, hein, de dire qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui s'inventent une profession de trader ou de Mmh. spécialiste dans le trading, dans le forex et toutes ces choses-là, et qui n'ont aucun diplôme, aucune certification ou même pas d'expérience. La plupart, c'est des influenceurs qui ont beaucoup de gens sur leurs réseaux sociaux et qui profitent de ça. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus Mmh. sur ces influents, voleurs, comme certains les appellent, et de faire justement Mmh. la différence entre toi et ces gens-là, euh, parce qu'il y en a de plus en plus, il faut le dire aussi, Mmh. Guillaume. Alors c'est vrai qu'il y a, je pense comme, dans tous les métiers, beaucoup de dérives par rapport, on va dire il y a un gap, pour reprendre les termes, techniques et propres au trading, il y a un gap entre, un influenceur, entre un formateur et entre un trader. Alors moi, ce qui me dérange et ce que je pense, et je le dis en général en toute franchise, c'est que d'une part, tout le monde peut apporter du contenu intéressant, que ce soit un trader, un formateur, un influenceur, tout le monde peut apporter du contenu intéressant et ça, merci aux personnes qui le font et qui se lèvent tous les matins pour le faire. Par contre, là où je ne suis pas d'accord, c'est quand quelqu'un se dit trader, trader à temps plein, trader pro, etc., mais qu'on ne le voit jamais trader. Ça, c'est plus dérangeant. Et je pense que c'est ça un peu la notion, ou en tout cas l'analyse qu'il faudrait faire, c'est entre une personne qui décide de partager du contenu et une personne qui se dit trader. Et le risque au travers de ça, encore une fois, alors je ne vise personne puisque je pense que chacun peut apporter quelque chose d'intéressant, mais c'est vraiment de se dire, tiens, aujourd'hui j'ai envie de trader, j'ai envie de mettre mes capitaux sur les marchés, qui est-ce que je vais suivre? Est-ce que la personne en face est légitime ou pas? Et c'est toujours un peu le risque au final de se dire, tiens, je fais confiance à un tel car il a une belle voiture. Ok, c'est bien, la voiture elle est très bien, mais qu'en est-il des performances et des stratégies derrière? Donc, toujours être prudent par rapport à ça et rechercher, je pense, en tout cas, ce n'est que mon avis, mais rechercher des traders formateurs qui tradent ou qui donnent des plans à leurs clients. Excellent, en tout cas, voilà, merci Guillaume d'avoir remis les choses en place. Alors on va commencer à parler un petit peu, on va mettre les pieds dans le plat. On va parler sur les questions d'actualité économique et politique de Donald Trump. Donc Donald Trump pousse une politique économique très axée sur les tarifs douaniers et la relocalisation industrielle. Donc selon toi, Guillaume, quel est l'impact réel de cette politique sur les marchés actions en 2025-2026? Mhm. Très bonne question. Alors c'est vrai que Monsieur Trump est à nouveau président des États-Unis. Très rapidement, il y a eu rapidement une guerre sur les frais de douane entre les États-Unis, la Chine, les États-Unis, l'Europe, la Suisse, etc. Et c'est vrai que ces frais de douane, quelque part, visent à protéger les États-Unis, visent à faire rentrer plus de capitaux dans les États-Unis. Donc, qu'en est-il du marché action par rapport à ça? Moi, je pense que cette guerre des frais de douane va perturber les marchés actions, puisque qu'est-ce que c'est une action? Avant tout, une action est la cotation d'une société. Si on prend l'exemple PepsiCo ou de Coca-Cola, c'est une entreprise américaine
mais qui évolue dans pratiquement tous les pays du monde, qui a donc des filiales à gauche, à droite dans différentes régions du monde. Et donc, ce sont des sociétés qui vont, ce qu'on va faire appeler du cash pooling, notamment, remonter des fois les bénéfices vers la maison mère ou renvoyer des bénéfices dans une filiale ayant une taxe plus intéressante. Et donc, à partir de là, la question à se poser, c'est les produits qui vont donc qui proviennent d'une société américaine dans des filiales à l'étranger, qui sont vendus à l'étranger, comment est-ce que ça se taxe? Comment est-ce qu'on peut taxer le bénéfice ou le chiffre d'affaires que cela génère? Et donc, je pense en tout cas que les marchés actions n'ont jamais été aussi fragiles. Et on le voit sur des très grosses valeurs, des valeurs que beaucoup de bons pères de famille, comme on dit, ont en portefeuille. On voit des actions qui peuvent monter très vite et redescendre également très très vite. Donc le marché action est bien entendu perturbé et j'y pense juste à l'instant. Moi qui ai vu mon père trader donc il y a très 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 longtemps. À l'époque, on pouvait acheter une action en janvier, clôturer en décembre avec 30% de bénéfices quasiment sûrs. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas et les tenants et aboutissants ont changé. Et pour ma part, en tout cas, je trouve que voilà, le marché action est devenu plus compliqué que ce que j'ai pu connaître par le passé. Bon. Ouais. Et puisqu'on en est aux taxes douanières et on vient de le poster, Donald Trump a réussi l'exploit de faire baisser de 53% le déficit budgétaire américain par rapport à novembre 2004, donc passant de 367 milliards à 173 milliards selon le département du Trésor. Donc les économistes attendaient environ 205 milliards dont le résultat est effectivement meilleur que prévu. Les tarifs douaniers, les droits de douane ont rapporté environ 30,7 milliards contribuant à la hausse des recettes. Certains paiements ont été décalés octobre 2025 en raison d'un shutdown de 43 jours, ce qui a artificiellement réduit les dépenses de novembre. Donc voilà. Donc Trump qui a quand même, grâce notamment à ses droits de douane, a fait rapporter 30 milliards aux États-Unis. C'est quand même énorme, Guillaume. Alors c'est vrai que c'est un beau chèque de Noël. Oui. Ça sera peut-être un chèque sous le sapin. Alors plus sérieusement, bien sûr, Donald Trump est avant tout un businessman, un entrepreneur, avant d'être un politicien, et je pense que ça se ressent directement dans les chiffres. Là où certains, que ce soit aux États-Unis ou dans d'autres pays, vont chercher à créer des lois ou à créer des régulations, Donald Trump, lui, cherche le bénéfice, cherche la rentabilité. Et donc ça, je pense qu'il ne faut pas l'oublier. C'est avant tout quelqu'un qui est taillé et qui fait ça depuis des années à créer de la valeur, à créer du bénéfice. Donc oui, c'est pas très étonnant, surtout que certains pays qui ont vu leurs frais de douane augmenter, eh bien, n'avaient pas d'autre choix que d'accepter. Au final, ces frais de douane, car ils n'avaient pas un poids suffisant ou un poids suffisamment important pour dire on refuse ces frais Ouais. de douane. Ouais. Donc je pense, c'est un beau tour de passe-passe et c'est aussi un peu ce qui fait la force de Monsieur Trump, c'est qu'il arrive à nous donner une annonce avec des chiffres des fois exorbitants. Ouais. Ça affole tout le monde. Ouais. Et quelques jours après, il va réduire au Il final change les d'avis. chiffres. Oui, exactement. Ouais. C'est un peu sa Et il va les stratégie. rendre au final plus acceptables, tu vois. Exactement, exactement. Deuxième question, les marchés semblent intégrer une forte volatilité, Guillaume, liée aux décisions Mmh. présidentielles. Comment un trader peut-il transformer cette volatilité politique en opportunité? Alors c'est une très bonne question stratégique. Alors moi j'estime que la volatilité crée de la peur, notamment chez les personnes qui ne sont pas encore forcément formées ou qui sont encore à un stade très débutant. Donc la volatilité va créer de la peur et donc la meilleure stratégie pour un trader est de trader la peur. Alors ça peut paraître un peu bizarre de dire ça. Ce que je veux dire par là, c'est que en finance, en trading, en investissement, tout se retranscrit directement sous forme de chiffres ou sous forme de courbes. Et il y a certains actifs financiers qui sont faits, qui ont été créés pour représenter justement la peur sur les marchés financiers. Et ce sont des actifs que l'on peut trader. Alors soit que l'on peut trader, soit que l'on peut arbitrer, ou tout simplement que l'on peut utiliser dans sa stratégie globale. Donc pour ma part, c'est vrai que lorsque la volatilité augmente vraiment très 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 fortement, je vais peut-être sur mon trading quotidien réduire ma taille de lot. Par contre, je vais switcher sur un compte spécifique à de la volatilité forte pour shorter ce qu'on appelle le VIX, qui est l'indice de la peur. Voilà un peu pour rester simple dans l'explication. Trump affirme que la baisse des impôts pourrait être financée par les recettes douanières. D'un point de vue technique, Guillaume, comment les investisseurs doivent-ils interpréter
ce type d'annonce? Alors, déjà la baisse des impôts, bah, en soi, c'est une bonne annonce, surtout pour les citoyens américains, qui, je le rappelle, bon, peuvent être taxés des fois dans n'importe quel pays du monde s'ils ont le passeport américain. Donc je Oui. pense que pour eux, effectivement, c'est une bonne nouvelle. La question à se poser, c'est effectivement comment mettre ça en place et comment faire pour que cela reste réaliste d'un point de vue, purement financier, d'un point de vue bancaire et j'en passe. Donc, si les recettes douanières continuent d'augmenter, continuent d'affluer, effectivement, cela pourrait compenser quelque part la balance entre les taxes et les recettes. Maintenant, le risque, je pense, au travers de tout cela, c'est qu'à un instant T, certains pays se mettent ensemble pour former ce qu'on peut appeler un blocus ou former certaines alliances qui se sont déjà vues notamment et disent ben, on n'a plus forcément besoin des États-Unis, donc on fait notre commerce entre nous et du coup c'est une perte sèche en termes de frais de douane. Donc c'est effectivement un business model qui peut fonctionner à condition que chacun y trouve son compte. Mais encore une fois, voilà, il faut voir comment articuler cela d'un point de vue purement financier. Et je pense que ce n'est pas quelque chose de simple en soi, même si effectivement sur le papier, l'idée semble assez séduisante. Est-ce que selon toi, l'économie américaine se dirige vers un cycle haussier ou baissier? Et où sont aujourd'hui les meilleures opportunités selon ta méthodologie? Mhm. Alors, où est-ce que les États-Unis se dirigent? C'est une très bonne question. Je n'ai pas forcément une question, enfin une réponse, pardon, figée, puisque les éléments peuvent évoluer très vite. Les tenants aboutissants sont devenus de plus en plus complexes à comprendre. Moi, ce que je pense, c'est que les États-Unis sont fortement endettés, mais qu'ils créent également beaucoup de valeur, et que donc les États-Unis peuvent continuer sur un cycle haussier, mais à condition de ne pas trébucher. Puisque on le voit, voilà, notamment par rapport à l'endettement des États-Unis, par rapport à certains conflits également sur le plan politique ou géopolitique. Les États-Unis ont toutes les cartes en main pour continuer d'un cycle haussier, mais avec tout de même quelques éléments qui pourraient, disons, être un accélérateur d'un cycle baissier si tout ne se passe pas correctement. Donc, on en revient un peu à ce qu'on disait au début, entre les effets d'annonce, entre voilà, les différents tweets chocs qu'on peut voir des fois sur les réseaux. Voilà, je pense, c'est une question assez complexe. Et en tout cas, on peut avoir des éléments de réponse. On peut spéculer sur l'avancée des États-Unis ou non. Sur les cycles haussiers, baissiers, cycles neutres également, ça existe. Et je pense qu'un trader doit avant tout être quelqu'un de très opportun, c'est-à-dire saisir l'opportunité quand elle se présente, sans pour autant aller chercher des mouvements paraboliques, chercher des mouvements sur le très très long terme. Les tensions commerciales avec la Chine sont de retour. Quels secteurs deviennent pièges mortels pour les investisseurs dans ce contexte? Est-ce que Alors déjà plutôt, avant de répondre au mauvais secteur, je vais plutôt essayer d'apporter un élément de réponse sur un bon secteur qui, je ouais, pense, peut être déjà un début de réponse. Pour moi, le meilleur secteur actuellement pour de l'investissement ou de la spéculation très long terme, c'est avant tout les énergies. Alors, ce n'est pas pour des raisons politiques ou des raisons écologiques que je dis ça, pas du tout. C'est uniquement que les ressources, notamment des data centers, de tout ce qui est intelligence artificielle, de toute l'évolution technologique que nous connaissons actuellement, eh bien, consomment énormément d'énergie. Donc, pour moi, le meilleur secteur d'investissement, c'est avant tout tout ce qui est data center, tout ce qui est énergie forte, énergie, pourquoi pas renouvelable, énergie fossile, etc. Donc, c'est un secteur qui est intéressant et on le voit notamment les plus grosses fortunes aujourd'hui investissent énormément dans tout ce qui est secteur de l'énergie. Maintenant, on en vient à la deuxième question. Quel est le secteur peut-être plus fragile ou le moins bon? Moi, je dirais, et ce n'est que mon avis, peut-être que je me trompe, c'est avant tout l'immobilier. Voilà, que ce soit l'immobilier réel ou l'immobilier coté, bien sûr, ouais. puisque l'immobilier, historiquement, ça a toujours été le placement Bah, le c'est plus ça. sûr. J'ai envie de dire là, Ouais. tu vas un peu à l'encontre des idées, enfin, on va dire dominantes quelque part, Guillaume, parce que tout le monde Mm. dit la première chose que tu fais quand tu as un peu d'argent, tu t'achètes ton appart, tu t'achètes ta maison. Donc toi, tu penses que c'est pas aujourd'hui en tout cas un bon investissement? Ouais. En Europe, non, par exemple. En Chine, alors en Chine, il y a un problème bien connu, c'est que énormément de logements ont été construits et Ils beaucoup sont pas se habités. retrouvent à vide. Il paraît, Voilà, il c'est paraît ça qu'il y a exactement. 60% ou quelque chose comme ça qui n'est pas habité. En tout cas, je sais pas si ce Mmh. chiffre est bon, mais qu'est-ce que...
C'est quelque alors peut-être pas 60, mais je sais que le pourcentage est quand même, très important. Ok. Donc c'est vrai qu'à partir de là, entre, bah, des fois des réglementations un peu sauvages en Europe concernant l'immobilier, une taxation également qui est devenue de plus en plus lourde, entre potentiellement une offre et une demande qui n'est plus forcément adéquate en Chine. Aux États-Unis, alors aux États-Unis c'est encore, différent, mais pour moi l'immobilier est devenu, un secteur qui pour l'instant n'est pas forcément, à son beau fixe comme on dit, et clairement un investisseur aujourd'hui doit être assez mobile dans ses prises de décision, dans ses retraits, dans ses investissements, tout ça. Et l'immobilier peut être assez compliqué des fois à déboucler. Donc voilà, je ne pense pas que ça soit un secteur qui soit intéressant actuellement. Ça va le redevenir forcément puisque ce sont des cycles. Mais pour l'instant, il faut être prudent par rapport à ça. Très bien, on va parler d'inflation, dollars, taux d'intérêt. Jérôme Powell quitte bientôt la Fed et Trump prépare son successeur. Quel serait l'impact d'un prophète Dovich sur les marchés actions et obligataires? Effectivement, j'ai entendu ça. Il va bientôt quitter la Fed. Alors, ce fut et ce restera, on va dire, un personnage emblématique. À chaque effet d'annonce, à chaque news, à chaque chiffre, on a toujours son nom qui apparaît quelque part sur l'écran en tant que trader. Euh, Maintenant, quand on parle de son successeur, c'est qui va être son successeur, quelle est la mentalité de son successeur également, puisque effectivement, comme tu l'as précisé, c'est potentiellement Donald Trump qui va peut-être voilà choisir son successeur et donc sur le marché action par rapport à ça, je dirais que encore une fois, on est dans des marchés très très volatiles et dans des marchés qui peuvent perdre rapidement. Et de gros changements, de trop gros changements sont créateurs de peur. La peur qui entraîne de la volatilité, tout comme la volatilité entraîne de la peur. C'est au final un cercle qui ne s'arrête jamais. Et donc pour moi, les marchés en 2026 pourraient être relativement perturbés par cela. Dans les candidats, on parle de Michelle Broman, Michelle 2LE, actuelle Mhm. vice-présidente de la Fed chargée de la supervision bancaire. On parle de Christopher Wallet, gouverneur de la Fed, proche des cercles républicains, Rick Ryder, et puis d'autres noms aussi ont été énoncés. Euh, la force du dollar domine l'économie mondiale. Pour un cambiste élite, quelles sont les paires à surveiller absolument en 2026, Guillaume? Effectivement, alors le dollar qui est techniquement la valeur refuge, qui est la monnaie la plus, alors je ne dirais pas forcément la plus utilisée dans le monde, mais en tout cas qui reste la monnaie de référence. Beaucoup de paires de devises notamment se sont construites sur le dollar. Moi, ce que j'ai pu apercevoir en tant que cambiste, également, c'est que, le dollar fut assez faible ces derniers temps. Je repense notamment à mes étudiants, YouFounded, c'est que de mi-septembre à pratiquement aujourd'hui, on a eu un euro USD qui était assez fortement baissier, tout comme un GBP USD, et cela montre au final que le dollar était assez faible, ce qui a contribué aussi à la hausse du gold. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est comment, alors pour rester très simple dans les explications, c'est comment va se switcher au final la seconde partie du dollar, puisque ce sont souvent des mouvements paraboliques. C'est que on peut constater que l'euro fut très haut proportionnellement au dollar. Donc, il y a forcément des multinationales, il va y avoir des fonds d'investissement, des fonds spéculatifs, etc., qui vont switcher leurs avoirs potentiellement en euros en dollars pour profiter d'une d'une recalibration du dollar. Donc, effectivement, le dollar peut potentiellement repartir à la hausse. En tout cas, il est intéressant pour, comment dire, switcher ses avoirs en termes de portefeuille. Maintenant, encore une fois, le dollar, je pense, perd petit à petit en force. On le voit notamment avec, comme je l'ai dit tout à l'heure, des alliances qui se créent, que ça soit un peu de partout dans le monde, notamment en Afrique. L'Afrique qui prend beaucoup d'ampleur. L'Afrique qui crée également des banques assez spécifiques qui servent à regrouper potentiellement d'un point de vue politique, mais également économique, les différents pays d'Afrique du Nord, Afrique de l'Est, Afrique de l'Ouest ou Afrique du Sud. Afrique centrale également. Donc pour moi, le dollar fut la monnaie peut-être pas la plus puissante, mais pas loin. En tout cas, la monnaie ayant le plus d'influence. Et actuellement, elle perd un peu en force. Le spectre d'un retour de l'inflation inquiète les investisseurs. Quelle stratégie privilégier pour se protéger intelligemment
sans tomber dans les paniques médiatiques? Alors, tu nous en parlais tout à l'heure déjà, ne pas tomber dans la panique et contrôler sa peur, contrôler tout ça. Est-ce que tu peux donner des conseils justement enfin, en tout cas pour essayer de contourner cette inflation qui peut Mmh à tout moment tomber, on est déjà d'ailleurs dans l'inflation, Guillaume. Alors comment faire justement pour essayer de s'en sortir? Mmh. C'est une très bonne question. Alors, il existe certains produits financiers qui sont indexés ou en tout cas qui sont corrélés ou en arbitrage direct avec, l'inflation. Certains investisseurs, chevronnés et aguerris investissent dessus. Alors ça ne permet pas forcément de faire mieux que l'inflation, ça permet en tout cas de se couvrir. Si tu as une inflation de X en investissant dans certains produits, tu peux avoir un rendement du même pourcentage. Donc ça permet en tout cas d'équilibrer, de ne pas d'avoir de perte en pouvoir d'achat, puisque l'inflation, c'est avant tout une perte sur le pouvoir d'achat, et également forcément des temps qui sont plus durs, puisque les coûts augmentent, certains coûts augmentent, à différents niveaux d'ailleurs de l'économie de tous les jours. Et c'est vrai que l'inflation n'est pas juste un terme technique que l'on retrouve dans le trading, c'est avant tout, je pense, un problème que tout citoyen retrouve et auquel il est confronté. Donc, effectivement, on peut investir sur certains produits bien spécifiques qui vont permettre d'absorber une partie ou intégralement l'inflation. Et je pense notamment, alors, à une petite subtilité, c'est pas forcément le meilleur produit pour ça, mais qui peut être intéressant pour les plus avancés. Je pense notamment au BX4 qui va être un indice qui va reproduire à l'inverse l'indice du CAC 40. Voilà, il y a certains produits qui existent et qui peuvent permettre voilà, d'amortir le plus possible l'inflation. Je suppose que tu dois en parler dans tes formations, évidemment, et que voilà, ça fait partie, entre guillemets, de tes secrets et de tout ce que tu apprends à tes élèves, Guillaume. On va aller sur un autre chapitre dont on va parler géopolitique et opportunités financières. Les tensions au Moyen-Orient, en Ukraine et dans le Pacifique redessinent les flux financiers mondiaux. Comment un trader professionnel doit adapter son portefeuille dans un contexte de conflit permanent? Waouh, il y a beaucoup à dire à ce sujet. C'est vrai, alors moi-même, ayant passé pas mal de temps au Moyen-Orient, Ouais, toi, tu as vécu à j'ai Dubaï, c'est ça? Tu as vécu à Dubaï? Dubaï, ouais, Ouais. Dubaï et puis aux Émirats de façon générale, qui est d'ailleurs un très beau pays. Je vous encourage à les visiter. Hem, alors ce qu'on peut apercevoir, je pense, lorsque l'on bouge un peu, alors j'ai aussi fait les États-Unis, à l'époque, donc voilà, j'ai eu la chance de pouvoir pas mal voyager et de pouvoir m'établir dans certains endroits, et c'est vrai qu'on se rend compte actuellement que certains pays qui, par le passé, n'étaient pas forcément sur le devant de la scène, sont en train de le devenir. Je pense notamment, à Dubaï, voilà, qui est une ville, extraordinaire, et qui regorge d'entrepreneurs, talentueux, de très grosses sociétés financières, dans la tech et j'en passe. Donc effectivement, il y a des conflits dans le monde entier, et ça on le sait, notamment entre la Russie et l'Ukraine, entre Israël et la Palestine et bien d'autres également qui ne sont pas forcément médiatisés. Ouais, le Cambodge, Euh, Thaïlande, Inde, ouais, Pakistan, ouais, ouais. non, c'était Azerbaïdjan et Arménie. Voilà, c'est plein de petits conflits comme ça Il y a plein Le de Congo, conflits, Rwanda. ouais. Ouais, Mhm. Ouais, il y a plein de conflits et c'est d'ailleurs très triste et c'est malheureux, mais c'est vrai que tous ces conflits, quand on observe un peu la situation, alors je ne dirais pas redessine, la géopolitique actuelle ou façonne l'avenir, je ne dis pas ça, mais effectivement, suite à certains conflits en cours ou certains conflits qui commencent à s'estomper et à s'arrêter, certaines alliances se mettent en place, certaines routes commerciales changent et effectivement, je pense qu'aujourd'hui, l'Europe n'est plus, attention, ça reste un très beau continent et je pense qu'on est tous fiers au fond d'être un peu français tout de même. Mais c'est vrai que l'Europe n'est plus forcément compétitive par rapport à des pays comme, les Émirats, comme, le Vietnam. Le Vietnam qui est en train de s'envoler, monumentalement et ça personne ne le sait. Je pense que l'avenir de demain se fait, loin, de de où on l'Europe. a potentiellement grandi, ouais. Et justement, alors, on va parler de cas concrets, Guillaume. Par Mmh. exemple, quand Donald Trump annonce des sanctions contre des entreprises russes, par exemple, quel impact cela a pour, on va dire, le citoyen lambda?
sur sa consommation d'énergie, sur le prix de l'essence, sur le prix du gaz. Euh, Ouais. Ça, ce sont quand même des effets directs impactants pour les citoyens. Euh, Est-ce que justement, il y a une possibilité de contourner cela grâce justement à des investissements à ce moment-là précis justement de la situation? Est-ce que tu penses que un citoyen peut essayer justement de profiter soit de ces sanctions, de les contourner en allant sur certains marchés? Qu'est-ce que tu peux conseiller toi à quelqu'un qui a de l'investissement justement quand il y a des Mmh. grosses tensions comme ça? Bah, effectivement, l'idée, c'est de toujours investir et d'essayer, ben, au final, profiter de chaque contexte, des contextes assez variants. Alors bien sûr, quand je dis profiter de chaque contexte, je ne dis pas d'aller investir sur la famine, forcément. Oui, Ça, il faut aussi le dire, non, puisque dans le métier de trader, on voit des fois de tout. Pas toujours des personnalités, voilà, très très éthiques. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on peut très bien, ben, voilà, faire certains placements, intéressants qui peuvent compenser partiellement ou intégralement une perte en pouvoir d'achat, qui peuvent également, compenser, peut-être la perte d'un emploi. Alors ça aussi, je tiens à le préciser, on ne se lance pas dans le trading en espérant compenser un emploi, puisque le trading, ça demande du temps, ça demande de l'argent, ça demande plusieurs compétences. Mais ce que je veux dire par là, c'est que quelqu'un qui sait trader et qui est déjà rentable, si demain il perd son emploi, puisque voilà, les emplois également ne sont plus aussi sûrs qu'ils le furent à une certaine époque, eh bien, peuvent plus facilement, eh bien, s'en sortir. Je pense notamment aussi à l'investissement dans des actions à dividendes, dans des ETF à dividendes, où là, le but n'est pas de capitaliser pour obtenir une plus-value, mais vraiment d'avoir des rendements annuels, mensuels, trimestriels, et au final de toucher de l'argent de manière plus ou moins passive tous les mois. Donc il y a plusieurs choses à faire, et je pense notamment à certains ETF monde qui permettent d'être exposés à 3000, 5000 sociétés dans le monde et à verser des dividendes. on voit que depuis peu, l'or, l'argent et le cuivre repartent fortement à la hausse. Selon toi, Mmh. Guillaume, assistons-nous à un début de super cycle des métaux? Alors c'est une question qui m'a déjà été posée par plusieurs personnes et c'est vrai que je pense que ça fait un peu le devant de la scène. C'est waouh, l'or est au plus haut, est-ce que les pièces de Mamie Ginette, je vais les revendre maintenant? C'est un peu ça. C'est un peu la question que certains m'ont posée. Tiens, j'ai hérité d'une pièce de Napoléon, de Mamie Ginette. Je n'ai rien contre les personnes de ce prénom. Est-ce qu'il faut les revendre maintenant? C'est un peu la question et c'est vrai que c'est la 1re question à se poser, c'est est-ce que l'or va continuer de monter? On l'a vu, il est On voit que monté l'argent, ça énormément. monte déjà pas mal, l'or aussi, c'est pas mal. L'argent aussi, ouais, l'argent, l'or et beaucoup de métaux, des métaux précieux, des métaux de type valeur refuge, voilà. Il y a toute une d'actifs, liés à ça et moi je pense que l'or est déjà très haut et je ne le vois pas forcément monter plus haut pour, 2026 ou en tout cas pas de manière exponentielle. Puisque comme pour tout marché, il faut toujours qu'il y ait, hem, un aspect d'offre et de demande, de commerce et ça je le rappelle, notamment pour les plus novices, le trading n'est ni plus ni moins que du commerce. C'est de l'achat, de la vente, quelqu'un veut acheter quelque chose, quelqu'un en face est prêt à vendre quelque chose. Ça, c'est vraiment déjà la base du commerce et donc du trading et ensuite le trading n'est qu'une extrapolation au final de la pratique commerciale sur des graphiques avec des chiffres et cetera. Donc, est-ce qu'il va y avoir suffisamment de demandes pour faire bouger l'or? Est-ce qu'il y aura suffisamment d'offres également? Puisque l'or, je le rappelle, est une matière première qu'il faut extraire du sol, qu'il faut des fois traiter, qu'il faut fondre. Donc voilà, il y a toute une possibilité potentielle, on peut le dire comme ça. Et personnellement, je ne vois pas l'or continuer de monter à une telle vitesse. Merci beaucoup pour ces informations. Évidemment, on va suivre ça de très très près. Alors, on va parler un peu de tes formations, Guillaume, notamment la formation Trader Elite, Investisseur Elite et Cambiste Elite. Donc, ton programme Trader Elite promet une méthodologie structurée pour dominer les marchés. Quelle est la première erreur que tu corriges chez 90% des débutants? Hmm. Alors la première erreur, encore une fois, c'est de ne pas comprendre le marché. Beaucoup de traders débutants disent tiens, il y a une bougie bleue, ça va forcément monter après. Ou alors tiens, une bougie rouge, ça va forcément descendre. Et la réalité n'est pas là du tout, puisque la réalité, encore une fois, c'est un aspect d'offre et de demande entre les acheteurs et les vendeurs, entre le bid et le ask. Et il faut
comprendre le contexte et savoir lire entre les lignes, savoir lire au final le véritable commerce qui se dessine derrière des graphiques pour pouvoir trader correctement. Donc ça, c'est la première erreur, c'est de se lancer sur les marchés en ne comprenant ni la structure du marché, ni en ne sachant lire un graphique correctement. Donc, ton programme s'adresse donc aux débutants, cherchant des bases solides, intermédiaires voulant structurer leur approche pro, formés déjà mais sans résultat concret, déçus du trading simpliste en quête de méthode, frustrés par les indicateurs flous et les stratégies vendeuses de rêve, candidats au prop trading souhaitant réussir les évaluations, traders en quête d'un plan applicable sur les marchés majeurs, ceux qui veulent maîtriser footprint et liquidité pour gagner en précision, entrepreneurs voulant un revenu complémentaire stable et passionnés de finances désireux d'apprendre le trading institutionnel. Voilà, donc on voit bien que ça touche un peu tout le monde. J'ai envie de te dire, est-ce que ma grand-mère pourrait, par exemple, suivre cette formation, Guillaume? Ou alors, Eh bien, ça va devenir un peu compliqué. Ce que je veux dire par là, c'est est-ce que elle est accessible à tout le monde? alors concernant ta grand-mère, ça dépend si elle a une bonne vue ou pas, puisque des fois les chiffres sont petits à lire. Plus sérieusement, bien sûr, c'est quelque chose qui peut être accessible à tout le monde. Le trading est souvent vu, et ça a été notamment véhiculé par Hollywood et compagnie. Le trading, les hommes en costard-cravate qui brassent des millions chaque jour. Qui crient Et partout, qui sont tout le temps énervés, qui vivent dans le c'est ça, qui stress. crient partout, qui ont 40 maîtresses et qui s'en mettent plein le nez. C'est ça, un peu à l'image de Euh, DiCaprio c'est ça, voilà, dans exactement. Le Loup Et de Wall Street. ça, ouais, c'est vrai, c'est un peu l'image qu'il y a eu dans les années 80, 90, même 2000. Mais ce fut effectivement à l'époque un peu comme ça. C'était ce qu'on appelait les Golden Boys, où voilà, c'était un peu la démesure totale. Aujourd'hui, on en est très très loin. On est tous très sages, bien entendu. Alors notamment dans tout ce qui est institutions financières, ce sont plutôt des profils un peu matheux, ingénieurs, etc., qui sont recherchés. Donc souvent des gens très sages et très calme. Au-delà de ça, est-ce que tout le monde peut devenir trader indépendant? Oui, tout le monde peut devenir trader indépendant. Encore une fois, il faut bien se former, c'est comme pour tout. Il faut se former, il faut travailler, il faut être un minimum sérieux. Comme je le disais, le temps des Golden Boy est révolu. Et d'ailleurs, j'en fais le petit parallèle rapidement, je pense que ça peut être intéressant. C'est vrai que à l'époque, on a eu une accessibilité au marché qui était très compliquée. Moi, je me souviens de mon père qui avait le Minitel pour placer ses ordres et analyser les marchés. Donc le Minitel, tu le branchais, ça chauffait et ça marchait jamais. Mais par contre, les marchés étaient très simples. Et actuellement, l'accès au marché est très simple, mais les marchés sont devenus plus complexes. Donc bien sûr, il faut se former et c'est comme pour tout métier d'ailleurs. Ouais. Tu parles beaucoup de structure du marché et de prise de position intelligente. En quelques mots, Guillaume, comment tu peux résumer ton approche par rapport à l'analyse classique? C'est quoi qui fait la différence en fait entre ta méthode et la méthode d'autres traders? Hmm. Mais en fait, il faut savoir une chose, c'est que lorsqu'un institutionnel rentre dans le marché, c'est un bulldozer. Que ton RSI soit à la hausse, à la baisse, que ton stochastique est croisé ou pas, quand des institutionnels ou quand des politiques monétaires changent, etc., les marchés bougent et toi en face, avec ton analyse, on va dire, simple, tu ne peux pas faire grand-chose. Donc, moi, ma façon de faire, c'est tout simplement de me dire, OK, je ne suis pas meilleur que le marché. Par contre, si je sais lire là où se placent les gros poissons, si je sais comprendre exactement quels en sont les intérêts, soit des acheteurs, soit des vendeurs, je peux être beaucoup plus précis et donc au final suivre le marché de la manière la plus professionnelle possible. Donc ce que j'utilise, c'est ce qu'on appelle l'order flow. L'order flow, c'est le fait de pouvoir lire entre les lignes, d'avoir une visibilité accrue. C'est un peu comme lorsque l'on tombe en vélo, on va faire une radio pour voir si le bras est cassé ou pas. L'order flow, c'est exactement pareil. Très bien, ok. Merci pour ton explication. On va te poser encore une autre question donc, concernant le trader élite. Tu parles beaucoup pardon, tu mets beaucoup l'accent sur la discipline. Comment enseignez-vous la discipline à quelqu'un qui n'en a jamais eu? Hmm, c'est une bonne question, ça. Euh, alors déjà, la majorité des personnes ont déjà fait face à de la discipline, ont une discipline en eux, mais ne savent pas forcément l'exploiter. Donc ça, c'est la première chose, c'est déjà de faire ressortir. Alors ça, je fais notamment
une parenthèse par rapport à Virginie. Donc, Virginie qui a rejoint l'équipe Trader Elite et qui s'occupe surtout de la partie psychologie plus que moi. Moi, je suis avant tout sur la partie stratégie, mais c'est vrai que tout ce qui va être rigueur, va être un cadre au final de travail. On y a tous été confrontés un jour. Mais des fois, il suffit de retrouver l'élément déclencheur pour se dire ah oui, c'est vrai, tiens, plus jeune, je devais faire ça. Ça demandait de la rigueur. C'était pas si compliqué que ça. C'était au final un assemblage d'habitudes à répéter chaque jour. Tu vois. Ouais, et pour être très transparent, moi je connais Virginie, d'ailleurs, c'est Virginie qui m'a parlé de toi, et c'est comme ça qu'on a été, qu'on s'est voilà, qu'on s'est rencontrés, Mhm. qu'on a été mis en contact. Et puis je peux évidemment confirmer ce que tu dis. Tes équipes, elles marchent vraiment bien, et donc voilà, c'est pour ça que j'ai accepté d'ailleurs de te rencontrer et de parler de ce que tu fais. On va continuer, on va passer donc à ton autre formation. Ta formation investisseur élite vise à construire un patrimoine solide et durable. Quelle est la différence Mhm. entre devenir riche et le rester? Alors j'ai envie de donner une réponse qui ne plaira pas forcément à tout le monde, mais qui est la réalité. Devenir riche, ça peut être très simple. Il y a des gens qui trébuchent sur un billet de loto perdu dans la rue et deviennent riches. Alors attention, je dis pas que c'est très simple pour tout le monde. Voilà, des fois il faut travailler très très dur pour devenir riche. Mais je veux dire, devenir riche, ça peut te tomber dessus par hasard, alors que tu n'as rien demandé. Par contre, conserver ton argent, ça demande une certaine gestion, une certaine Discipline. discipline. Ouais. Ouais, c'est ça exactement. Et si par exemple tu as, on va dire, on va faire un schéma classique, tu as 5 millions en poche, les 5 millions peuvent être très vite brûlés. Ouais, hein. Euh, ça part souvent plus vite que tu le penses. Tu vois, tiens, il y a une belle montre, ah ouais, hop, et hop, 50 000 euros qui partent. Voilà, ça peut partir très vite. Et le fait d'investir, ça permet au final de vivre sur ses intérêts et donc de ne jamais toucher au pactole. Voilà, et de vivre sur les intérêts. Ouais, et puis je suppose aussi qu'il faut constamment se renseigner, s'intéresser à tout, être curieux. On parlait de géopolitique, de savoir ce qui se passe un peu partout dans le monde, parce que ça peut avoir évidemment des conséquences sur le marché, Et sur quels sont les futurs marchés qui peuvent justement être intéressants pour pouvoir investir. Donc je suppose aussi, Guillaume, que tu es constamment à l'affût de tout, et tu écoutes tout, tu regardes tout, tu es très curieux. effectivement, alors le matin quand je me lève, et pourtant mes clients le savent, je ne suis pas du matin du tout, mais quand je me lève, c'est avant tout c'est la radio, les infos avec le café chaud. C'est un peu de savoir qu'est-ce qui se passe dans le monde, pas forcément pour avoir une réponse immédiate à quelque chose, mais pour avoir en tête que ah, il y a eu ça, il y a eu ça, il va y avoir ça. Attention, aujourd'hui je vais être prudent sur ça, et ça va aussi permettre de définir les contours de ces investissements. Comme je le disais, aujourd'hui les plus riches investissent énormément dans tout ce qui est énergétique. Ce que voilà, on peut faire toutes et tous à notre hauteur, bien sûr, à la hauteur de chacun. On peut également investir. Alors ça, c'est une petite astuce que je vous donne. Ce n'est pas un conseil en investissement, mais on peut aussi investir dans tout ce qui est besoins fondamentaux, notamment en recherchant la pyramide de Maslow, si je ne dis pas de bêtises. Il y a différentes étapes dans la vie de quelqu'un, différents besoins dans la vie de quelqu'un, savoir le besoin de se nourrir, d'être logé, d'être en sécurité, de s'accomplir, etc., etc. Et donc à partir de là, on comprend une chose, et ça tout le monde le sait, et pourtant peu en tire profit, c'est que tout le monde a besoin de manger, par exemple. Ça, c'est un besoin fondamental. Et donc, en investissant, par exemple, dans des entreprises, des too big to fail pour mourir, ou des ETF propres à ça sur la nourriture, sur ça peut être n'importe quoi d'ailleurs. Si c'est dans le bon secteur, bien sûr, eh bien ça permet de générer des revenus passifs d'une manière assez simple. On n'a pas besoin d'avoir fait de grosses études pour le faire. Par contre, on en revient à ce que tu disais avant, il faut de la discipline. Dans un contexte 2025-2026 où tout semble incertain, quels sont selon toi les trois piliers d'un portefeuille réellement antifragile? Hmm. Alors, Pour être très simple. les trois, Ouais, ouais. Tu veux une réponse simple, une réponse simple pour, on va dire, voilà, trois piliers qui, selon Alors toi, moi, résumeraient bien ce que tu conseillerais à tes élèves. ouais. Alors, ce que je fais moi-même et que je recommande, encore une fois, ce n'est pas du conseil, mais à mes étudiants, c'est déjà d'avoir dans un portefeuille un premier placement qui soit sûr et qui génère des intérêts.
Pourquoi des intérêts et pas des dividendes? Parce que les intérêts peuvent être plus facilement défiscalisés. Premièrement, c'est pas un actif. Avoir des intérêts, toucher des intérêts, souvent ça ne provient pas forcément d'un actif financier, ça peut juste provenir du cash. Donc fiscalement, c'est plus intéressant. C'est d'avoir des placements dans des fonds monétaires, des choses comme ça, donc toujours en restant en cash, pour choper des intérêts tous les mois. Ça permet d'avoir la somme fixe, qui elle reste fixe, qui ne peut pas être perdue, mais qui génère tous les mois des intérêts. Et à partir de ces intérêts-là, c'est de les réinvestir, soit dans des stratégies purement d'accumulation, pour chercher une grosse plus-value au bon moment, ce qui n'est pas forcément la meilleure façon de faire, soit de les réinvestir dans des actifs versant des dividendes. Après, on peut combiner les deux, mais je pense que la première étape, c'est voilà, vraiment d'avoir du cash qui génère des intérêts. Encore une fois, fiscalité très avantageuse, selon bien sûr la juridiction. Faites toujours les choses en vigueur avec les lois de votre pays, bien sûr. Et ensuite, d'utiliser ces intérêts pour investir dans du spéculatif ou dans du passif. Merci pour ta réponse. Beaucoup de gens confondent diversification et dispersion. Comment fais-tu la distinction dans tes formations, Guillaume? Alors, tu parles en termes de portefeuille ou Oui, en termes exactement, en termes de portefeuille, oui. ouais. Bah, C'est-à-dire qu'il y a des gens qui déjà, vont, pour essayer d'expliquer un peu, diversifier, c'est ce qu'on conseille de manière générale, à savoir ne pas mettre tous ses œufs dans le même mhm, panier, et disperser, c'est peut-être en mettre un peu trop, un peu partout, et du coup, ben, mhm. finalement, tu vas pas là où il faudrait véritablement investir, dans les endroits principaux, en fait. Ouais, alors c'est une très bonne question et beaucoup effectivement se trompent par rapport à ça. Et on peut notamment parler de la relation empirique d'un portefeuille. Alors c'est un terme un peu barbare qui fait peur à beaucoup de monde, mais qui reste très simple. Et je vais donner un exemple très très concret. On va dire qu'il y a 1000 actions dans le monde, d'accord? Ni plus ni moins, pour rester simple dans les chiffres. Euh, à partir de là, il y a 300 actions, 333 qui sont très bonnes, 333 qui sont moyennes et 333 qui sont mauvaises. Si tu investis dans une seule action, ton risque, il est 100%, il est maximum. Puisque si cette action disparaît, ton portefeuille, il est foutu. Si ensuite tu mets les 300 meilleures actions, bah, tu as un très bon portefeuille. Et tu vois la courbe de risque qui baisse comme ceci, d'une manière parabolique inversée. À partir de là, tu te dis, tiens, mais j'ai encore envie de mettre plus d'actions pour réduire encore plus mon risque. Et c'est là où ça devient l'erreur, puisque l'erreur, c'est au final que tu acceptes de mettre des actions moins bonnes, voire des actions vraiment pourries, disons-le, dans un portefeuille qui était composé de très bonnes actions. Donc au final, si tu fais encore une fois 333 fois 3, à peu près 1000, c'est-à-dire que tu es prêt à risquer peut-être X euros sur 333 actions qui auraient pu être investies juste dans les meilleures. Donc je pense que c'est ce qu'on appelle d'ailleurs la relation empirique, c'est de diversifier son portefeuille suffisamment, mais sans tomber dans des actions de pacotille ou dans des titres de pacotille. Est-ce que tu vois un peu le Oui, principe? oui, oui, bien sûr. C'est exactement le sens de ma question, donc tu as parfaitement répondu. Donc on va passer sur les questions sur le programme Cambist Elite. Cambist Elite. Ton programme Cambist Elite explique comment comprendre la logique profonde du Forex. Qu'est-ce qui distingue un cambiste amateur d'un cambiste professionnel? Ça me fait penser, Alors, tu sais, au bon chasseur du mauvais chasseur, le sketch des inconnus, je ouais, sais pas si tu connais. excellent, ouais, c'est vrai. Bah, le mauvais cambiste, il va faire ce que tout le monde fait, il va utiliser des moyennes mobiles, du RSI, du stochastique, il va essayer de deviner le Forex, en fait. Ça, c'est le mauvais cambiste. D'ailleurs, c'est même pas un cambiste en soi, puisqu'un cambiste, c'est avant tout quelqu'un qui va arbitrer avec de la fondamentale pour définir un biais, en fait, de marché directement. Et à partir de ce biais, prendre des positions uniquement dans ce sens-là. Je prends un exemple sans bien sûr rentrer dans la complexité. Si tu t'aperçois que demain, le dollar va remonter, va prendre de la valeur contrairement à l'euro, et ça, il y a certains sites spécifiques qui te le disent noir sur blanc, en fait, tu sais que l'euro USD va baisser. Et donc, à partir de ce moment-là, tu sais que tu es dans un cycle assez long terme, puisqu'on parle de fondamental. Tu es dans un cycle assez long terme. Tu peux savoir que pour les 2 prochains mois, voire les 3 prochains mois, l'euro USD va être baissé. Tu n'as même pas à réfléchir si tu vas acheter, vendre, tourner en rond, peu importe. Tu sais que tu vas être baissé. Et donc, à partir de là, tu adaptes ta stratégie en prenant uniquement des trades dans le sens
de cette tendance qui se met en place, premièrement. Et ensuite, tu peux également arbitrer, ce qui en revient un peu au métier de cambiste encore plus, c'est que tu vas arbitrer en faisant des paniers d'arbitrage. Tu sais qu'il y a certaines paires de devises qui sont corrélées positivement et d'autres négativement. Et donc, à partir de là, tu vas arbitrer en te disant, voilà, si je suis vendeur sur l'euro USD, ben, je peux être vendeur sur le GBP USD, puisque la dynamique est identique. Par contre, si je suis vendeur sur ces deux paires de devises différentes, forcément, sur l'USD JPY, je serai acheteur, puisque l'USD JPY est en corrélation négative les trois quarts du temps avec l'euro USD ou le GBP USD. Et à partir de là, tu peux construire un panier d'actifs qui vont s'auto-travailler ensemble. C'est-à-dire que si tu as 6 paires de devises en même temps, ou 12 paires de devises en même temps, si tu en as une perdante, ben la perte est largement absorbée par les autres. Et à partir de là, tu rentres dans tout ce qui est cycle de marché, marché efficient, inefficient. Efficient, c'est quand les acheteurs et les vendeurs sont à peu près identiques et que donc le commerce peut se faire. Et lorsqu'il y a un mouvement très parabolique qui se met en place, c'est que soit les acheteurs, soit les vendeurs ne sont plus suffisamment compétitifs par rapport à la partie adverse et que là, les marchés vont devenir tendanciels. Et c'est en pouvant jouer entre justement ces corrélations positives, négatives et l'arbitrage de la monnaie qu'on peut devenir un bon cambiste. Super, merci pour ces explications. Donc on voit quand même que c'est un véritable métier et qu'il y a beaucoup de techniques. Hein, on ne peut pas rentrer comme ça dans le forex comme certains veulent le faire croire. Et donc toi, tu vas aider Non. justement ces personnes-là à véritablement avoir une méthode. Justement, quelles sont les erreurs psychologiques les plus dangereuses dans le forex? Les erreurs psychologiques les plus dangereuses, c'est de penser que le forex corrige toujours. Ça, je vois beaucoup de traders débutants qui disent tiens, je suis à l'envers, je perds X euros, mais c'est pas grave, le forex corrige toujours. Et en soi, s'ils sont sur des paires majeures de forex, ils n'ont pas tort, ça corrige toujours. Mais ça corrige à quel prix? Tu vois. En attendant, le compte peut être vidé intégralement avant que ça corrige. Donc, penser que le marché corrige toujours n'est pas faux, mais c'est très dangereux. Le forex est souvent vu comme un marché trop rapide. Comment enseignez-vous aux élèves à tirer parti de cette vitesse plutôt que d'en être victime? Alors, il est souvent vu trop rapide puisque beaucoup se trouvent toujours dans le mauvais sens par rapport au marché. Donc effectivement, à partir de là, bah, quand ça part dans le mauvais sens, ça crée de la panique. Avoir de la panique en soi, c'est devenir moins terre à terre et donc comment dire, d'avoir l'impression de ne plus maîtriser le marché, ce qui on ne maîtrise jamais le marché, mais ça donne l'impression d'être ballotté par le marché. Et à partir de là, pour ne pas tomber là-dedans, c'est déjà, encore une fois, comme je le disais, c'est de connaître le mouvement fondamental, le momentum fondamental, de savoir dans quel sens le marché va aller. Et si on se place dans le bon sens, même si le point d'entrée n'est pas toujours parfait, on est toujours, on va dire, dans ce qu'il faut. Un jeu de questions-réponses. Donc, quel est le plus gros mensonge que l'industrie financière vend au public? Alors le plus grand mensonge, pour moi, c'est de devenir, riche rapidement. On le voit des fois des solutions, en 3 clics, tu peux gagner comme moi tant et tant, blablabla, blablabla. C'est du bullshit. Aujourd'hui encore, je faisais une session avec mes étudiants. On a pris, 1 500 $ en 2 minutes et en fait, j'ai un peu cassé le rêve d'un des étudiants, qui me disait: «Ah ouais, 1 500 $ en 2 minutes, c'est rapide». Et je dis: «Non, c'est très lent». Il me dit: «Comment ça 2 minutes?» Je dis: 1 500, ces 1 500 en 2 minutes sont en réalité faits en 12 ans, puisque c'est 12 ans d'expérience à temps plein sur les marchés qui m'ont permis de faire ça. Donc ça, c'est le plus grand piège, le plus grand paradoxe, c'est toujours de penser qu'on peut très vite gagner beaucoup et effectivement, on peut gagner très vite beaucoup, mais dans la durée, pas sur un sprint. Ok, prochaine question. Selon toi, qui gagne vraiment de l'argent pendant les crises? Les gouvernements, les élites ou les traders qui sont formés? Les élites potentiellement, mais surtout les spéculateurs et les investisseurs, puisqu'une crise, ce sont des marchés souvent qui ont fortement baissé, donc qui reviennent moins cher en termes de coût d'achat et donc possibilité. Moi, je sais que et c'est triste à dire, mais je le dis quand même, si demain il y a une grosse crise, heu, bah, voilà, ça me permettra d'acheter des actions moins chères et donc d'augmenter encore plus mon portefeuille.
Si tu devais donner un conseil à quelqu'un qui commence aujourd'hui dans ce climat actuel, donc avec Trump président des États-Unis, avec une montée de l'inflation, les tensions géopolitiques, lequel serait-il? Achète tes cadeaux de Noël avant, parce qu'une fois que tu auras commencé, tu n'auras peut-être plus les fonds. Alors bien sûr, je le dis en plaisantant, ce que je veux dire par là, c'est que lorsque l'on commence le trading, Ouais. mais il y a aussi des phases de perte au début. Forcément, c'est comme pour tout métier. Déjà qu'un trader professionnel, ça lui arrive de perdre de l'argent et ça, il faut aussi toujours, je pense, le mettre en avant. Donc un trader débutant, attention, tu vas perdre un peu d'argent au début, ce qui est normal et surtout actuellement, on arrive à une fin d'année entre, Trump, entre, la Chine, entre, également les institutionnels, tous les gros, fonds spéculatifs qui vont déboucler des positions en masse avant la nouvelle année comptable et donc, voilà, sois prudent pour cette fin d'année et c'est peut-être justement le meilleur moment pour toi, de te former et non pas de trader maintenant. Pourquoi dit-on que 2026 pourrait être l'année des traders indépendants? Alors je ne dirais pas que c'est pour une question de fiscalité. Je dirais avant tout que ouais, c'est une bonne question. Tu me mets dans la difficulté. Pourquoi C'est le 2026 but. serait intéressant? Alors, je pense que certains actifs vont rentrer dans de nouveaux cycles. Donc effectivement, peut-être des cycles qui vont durer sur l'année ou sur les 3 années à venir, donc ça aussi. Il y a également de plus en plus de ressources disponibles pour pouvoir trader, pour pouvoir ouvrir des comptes facilement, des propres firmes également, sans challenge. Voilà, il y a tout un tas de ressources, à la disposition de chacun. Donc effectivement, 2026 peut devenir une année très intéressante, mais j'ai envie de dire, comme toutes les années, à partir du moment où on sait ce qu'on fait et qu'on a ce qu'il faut. Ok. Allez, je vais te poser une dernière question. Question très très simple. Si demain tu avais 10 000 $, enfin je veux dire aujourd'hui, si aujourd'hui tu Ouais. avais 10 000 $, que ferais-tu exactement avec cet argent? Je pense que ça c'est une question qu'on doit te poser très souvent. Alors si j'avais 10 000 $, comme Investir ça, là là, dans maintenant, moi j'arrive, je te dis voilà Guillaume, je veux me lancer, j'ai 10 000 $, qu'est-ce que tu me conseilles? alors moi, ce que je te conseillerais, c'est tiens, voilà, j'ai 10 000 $ dans la poche, je sais pas quoi en faire, j'ai envie de les mettre en trading ou sur les marchés financiers, je ne sais pas comment. Je te dirais, tu as 2 possibilités, c'est soit tu les places dans un très bon mentorat, pour être accompagné individuellement, je précise individuellement. Ça, c'est une possibilité et c'est celle qui est la plus intéressante si tu veux devenir trader, un trader rentable. Et la deuxième possibilité, si tu me dis: «Non, moi j'ai juste envie de placer, d'investir et pas trop vite, pas trop voilà», mais je te dirais: «Mets ça en cash, un placement de 5 sur un bon broker, et utilise les intérêts pour te payer des formations. Te payer des formations ou réinvestir en suivant, voilà du contenu», tu vois? D'accord, donc dans l'objectif de se former pour justement continuer à gagner encore plus d'argent et justement apprendre des meilleurs comme toi par exemple. Par exemple. Ouais, Après, le meilleur, je ne sais pas, c'est pas à moi de le dire. des meilleurs, Mais oui. voilà, Ouais. ce qu'il faut dire surtout, c'est voilà de se former et au final, un trader, c'est quelqu'un qui se forme, au quotidien puisque chaque journée est un peu différente. On a eu la crise du covid, on n'avait jamais vécu ça, en tout cas de ma génération, on n'avait jamais vécu ça et je crois que c'était même enfin, c'était mondial le Ouais, covid. ouais. Mais je veux dire, c'était quelque chose que, voilà, que je n'avais jamais vu en tant que trader. Donc ça m'a appris beaucoup. Si demain on a, je ne sais pas quoi, une varicelle avec, juste des boutons aux oreilles, je dirais: «Bah tiens, c'est quelque chose de bizarre, je ne connais pas quelles vont être les implications». Voilà, ça demande de l'apprentissage, continu. Ah, merci beaucoup Guillaume ben, pour cet entretien, c'était vraiment très intéressant et je pense que notre public a dû apprendre énormément de choses aujourd'hui. Alors évidemment, tout le monde, vous pourrez retrouver tous les conseils de Guillaume dans sa formation. On va mettre évidemment le lien dans la description et vous allez voir, c'est très très intéressant, vous allez apprendre énormément de choses. Et je sais Guillaume, tu as une chaîne YouTube où on Mmh. peut te voir tous les matins pratiquement, tu es très très actif dessus et tu donnes des conseils régulièrement sur l'économie. Est-ce que tu peux nous dire le nom de la chaîne, Guillaume, comment ça s'appelle, et puis qu'est-ce que tu expliques sur cette chaîne-là? Alors le nom est très simple, c'est Guillaume Lydie, tiret Trading Talk. Voilà. Super. Donc toi, tu parles d'économie, tu donnes des conseils, en tout cas Des des stratégies, voilà, stratégies. des astuces,
plus des sessions live tous les matins où je donne les meilleures zones, d'intervention pour la journée et des fois aussi des sessions publiques de trading live où ça permet, voilà, au plus grand nombre de nous rejoindre et de passer un bon moment. OK, super. Et bah, excellent. Bah, voilà, donc vous aurez, la description, de la chaîne YouTube, Guillaume Lydie et les formations aussi de Guillaume que vous pouvez retrouver. Bah, merci beaucoup Guillaume, d'avoir été avec nous. Ce fut en tout cas, un plaisir de te parler et puis on a appris énormément de choses, hein, dans The Joel Show et puis on espère te retrouver très bientôt, hein. Tu es évidemment, le bienvenu. Bah, merci à toi, merci pour cette invitation. Ce fut vraiment un plaisir de, voilà, de pouvoir échanger, de parler de l'actualité de 2026 également qui arrive à très grands pas Et oui. et voilà, ce fut, vraiment un plaisir partagé et merci pour cette invitation. Merci beaucoup Guillaume et bah voilà, c'est terminé pour The Joel Show. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. On se retrouve très très bientôt dans un nouvel épisode. Merci beaucoup.